Je vais commencer par vous poser des questions que j'aurais adressées normalement aux réalisateurs qui ne pouvaient pas être là. Puis donc, une première grosse question sur la forme du film. Donc, peut-être vous avez remarqué, le format est plus fermé, 4:3, presque 1. Il n'y a pas de profondeur de champ. On est souvent vraiment juste avec cette partie-là du personnage. À l'avant, c'est flou. À l'arrière, c'est flou. Le cadrage est très refermé. Souvent, c'est des plans séquences. On est avec les personnages vraiment dans l'action. Donc, c'était un choix, parce que c'est très difficile à faire. J'aimerais vous entendre tour à tour sur... Eh bien, Pierre-Philippe, effectivement, déjà, même dans ses courts-métrages, c'est un format qu'il aime beaucoup, ce format carré-là, pour plusieurs raisons. Excusez, c'est moi qui crie en arrière. Entre autres, d'une façon, si on veut, symbolique, il y a aussi le côté qu'on se sent un peu pris dans cette petite boîte. Donc, c'est un peu plus étouffant pour les personnages, visuellement, du moins d'une façon peut-être plus subliminale. Mais il y a aussi le fait que d'un point de vue esthétique, Pierre-Philippe savait qu'une grande partie du film, on allait être avec le derrière de tête d'Ariane, ou du moins très proche d'Ariane, pour vraiment qu'on sente qu'on est presque sur son épaule, et sachant que ça allait être un film donc de beaucoup de gros plans, donc beaucoup de plans serrés. Normalement, dans un format 16:9, si on veut qu'on est plus habitué, plus large, ben, ça laisse beaucoup d'espace vide, non utilisé à droite et à gauche du visage. Puis Pierre-Philippe voulait économiser cet espace-là et vraiment qu'on se concentre sur les visages et sur les personnages et qu'on puisse être très près des personnages. Et c'est la même chose du point de vue des plans séquences, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plusieurs séquences dans le film, c'est un seul plan. La scène, entre autres, la scène de l'hôpital, à partir de la sortie de l'ambulance jusqu'à la fin de la scène de l'hôpital, si je ne me trompe pas, c'est un long plan séquence. Puis ça aussi, il y a une intention artistique là-dedans, et c'est l'intention que le personnage d'Ariane veut pas être là, et nous non plus. Et le fait de garder ça en plan séquence, ça nous garde dans le temps, en temps réel, et dans vraiment le côté immédiat de tout ça, sans coupe. Donc, on est vraiment pris. C'est pour ça que c'est si étouffant, peut-être mauvais jeu de mots, mais c'est pour ça qu'on est si pris avec ce malaise-là, tout comme le personnage d'Ariane qui veut pas du tout être là, qui par la force des choses est obligé d'être là. Et bien nous aussi, dans ce plan séquence-là et dans plusieurs autres, on est pris là, emprisonné avec elle dans cette petite boîte qu'est le format. Est-ce qu'Ariane, tu voulais ajouter quelque chose sur ça? Non. C'est le fun parce que ça a l'air confortable dans le film. Il a vraiment tout expliqué. C'est vraiment cet effet-là immersif que Pierre-Philippe souhaitait créer. Je pense que ça fonctionne très bien. Mais oui, chapeau Pierre-Philippe. Je te poserai la deuxième question. Sur la genèse, tout le travail de pré-production, de recherche qui a été fait, vraiment expliquer là. Oui, parfait. Donc, Pierre-Philippe, ça fait 10 ans qu'il a commencé à travailler sur ce sujet-là. Il a commencé, entre autres, avec un court-métrage qui traitait un peu du sujet des travailleurs temporaires. Donc, c'est ça, il y a 10 ans. Puis, il s'est demandé, en fait, pourquoi il n'y avait pas de film qui était fait là-dessus. Au départ, son idée, c'était de faire un documentaire. Puis il s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible parce que les gens, les travailleurs saisonniers ne voulaient pas témoigner de peur de perdre leur emploi. Fait qu'il s'est dit que la meilleure façon de dénoncer cette problématique-là, c'était à travers la fiction. C'était comme une façon de protéger leur identité. Et je suis arrivée à la mi-parcours de ces 10 années-là, donc il y a 5 ans plus ou moins, on est allés au Guatemala ensemble pour aller faire de la recherche. Et juste parenthèse, parce que Pierre-Philippe avait fait un coup, parce que ça, elle ne le dira pas, mais Pierre-Philippe avait découvert Ariane en travaillant avec elle sur un autre court-métrage quelques années auparavant qui s'appelle Vétérane, un excellent court-métrage d'ailleurs, qui se trouve en ligne. Et il avait adoré le talent et l'immense talent d'Ariane déjà en partant. Et quand il a su à travers ce tournage-là qu'en plus Ariane est réellement moitié guatémaltèque, est réellement née ici au Québec et que son père est réellement au Guatemala et tout ça, pour lui c'était évident. Donc dès ce moment-là, pour lui, le personnage de la traductrice allait être Ariane. Et c'est pas pour rien qu'il a nommé
le personnage Ariane parce qu'il voulait pas se battre contre qui que ce soit, parce que souvent on veut des vedettes, on veut des plus grandes vedettes pour ces noms-là, mais lui il avait nommé le personnage Ariane parce que c'était Ariane qui avait en tête dès les premières lignes du scénario. Je te laisse continuer. Donc voilà, je suis arrivée à mi-parcours, on est allé au Guatemala ensemble, on est allé rencontrer certains travailleurs qui nous ont accueillis chez eux, là, un peu en mode couchsurfing. On est allé rester chez ces gens-là. C'était pas mal la meilleure façon de recueillir leurs témoignages, être dans un environnement où ils ont confiance. Ça a créé des très, très, très beaux liens. Puis à partir de là, Pierre-Philippe a travaillé sur une nouvelle version du scénario pour que ça soit encore plus authentique. Voilà, donc j'ai participé aussi au casting. C'était important que ça soit des vrais latinos qui soient dans le film, évidemment. Puis pas juste des latinos, mais des guatémaltèques précisément. Donc, je suis allée me promener dans les cafés, les boulangeries guatémaltèques, salons de coiffure, barbier, tout ça, pour aller demander à la communauté guatémaltèque: t'as-tu le goût de jouer dans un film? Puis la réponse a été extrêmement positive. Je pense que la représentation guatémaltèque est inexistante dans le milieu culturel. Fait que tout le monde s'est mobilisé et était très, 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 très fier de participer au film. Et tu disais que donc c'est basé sur des témoignages. As-tu quelques exemples de choses qui... Parce que pour moi, ça a été... j'avais vu déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu, un film qui s'appelle Les Essentiels, qui traite de ce sujet-là. Pour moi, ça a été un choc, puis de revoir ce film-là aussi. Oui. Puis c'est encore plus troublant de savoir que c'est vrai. Oui. Je ne sais pas si tu as des exemples précis. Que c'est vrai et que c'est même pas la pire histoire qu'on vous a racontée. Il y a eu des morts, il y a eu toutes sortes d'histoires atroces. Oui, et cette histoire-là en particulier, du blessure au travail, du trou dans l'estomac, c'est une histoire qui revenait chez plusieurs travailleurs. C'était pas comme la seule fois où c'est arrivé. Fait que c'est comme un mélange d'histoires, pas des anecdotes, mais des histoires vécues qui viennent de plusieurs personnages. Mais on en a eu de toutes sortes. Même depuis que le film se promène, on a la chance de faire des questions-réponses. Puis de rencontrer d'autres travailleurs saisonniers qui viennent assister au film, qui nous partagent aussi leur expérience. C'est sûr qu'il y en a qui sont très bien traités, puis c'est l'exemple qu'on veut donner, mais puis qui n'ont pas cette voix-là. Donc, on a su, entre autres, dernièrement, il y en a un qui voulait, qui avait une amygdalite, puis qui devait se faire opérer, puis ça demandait 2 semaines de convalescence. 2 semaines de congé, ça veut dire pas de travail, ça veut dire pas d'argent pendant 2 semaines. Ben, il peut pas se permettre ça. Fait qu'il est encore pogné avec son amygdalite. D'autres qui doivent passer des tests, qui doivent payer eux-mêmes, vu que ça fait pas assez longtemps qu'ils sont ici, ben, ils doivent payer pour test de sang, test d'urine. Les coûts sont faramineux, là, donc il y en a tout plein, là, des exemples comme ça. Mais encore une fois, c'était très dur. C'est vraiment une fois rendu au Guatemala qu'on a pu avoir un lien de confiance avec eux, puis finalement essayer de leur donner une voix. Valentin, je me dirigerai vers toi. Valentin Brink, qui s'occupe de La Mosaïque, qui est un organisme ici qui vise à accueillir les communautés migrantes, à créer des ponts entre la communauté d'accueil et la communauté arrivante. Quand on voit le film, on se dit « Ah, c'est cool, ça s'appelle Richelieu, ça s'appelle pas Ville-Marie ». J'imagine que plusieurs d'entre vous vous êtes posé la question, mais est-ce que c'est si près, en plus d'être choqué que c'est au Québec en 2023, est-ce que j'ai aussi le choc que c'est chez moi? Bien, évidemment, il y a des moments dans le film qui ne s'inventent pas et dont on est témoin ici aussi à Abitibi-Témiscamingue. On sent vraiment qu'il y a une recherche aussi très documentée. La scène, par exemple, est venue vraiment m'interpeller, la scène des funérailles à distance, la scène aussi du tube de médicaments. C'est pas des choses qui s'inventent. Fait que là, on comprend parfaitement la recherche qui a été produite, comment vous avez documenté la situation. On parle ici dans le film des travailleurs saisonniers. Ça englobe un phénomène au niveau de l'immigration, les permis de travail fermés, l'immigration temporaire. Ici en région est de plus en plus importante et c'est les personnes qui sont
très vulnérable. Puis, si je peux me permettre, il y a dans beaucoup des gens qui viennent voir le film et quand on a des discussions avec le public, une des questions qui revient énormément, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, déjà, avec le film, il y a déjà un mouvement qui est en train de se faire. Parce qu'une chose qui est très importante, qu'on doit dire avec le film, le but de ce film n'est pas d'éliminer le programme des travailleurs. Si on élimine le programme des travailleurs, on ne mange plus au Québec et au Canada. Il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui meurent ici. Un, et de deux, aussi pour ces travailleurs-là, c'est un revenu ultra important qui non seulement des fois est pour leur famille, mais des fois aussi pour un village au complet, que Ariane et Pierre-Philippe ont vu, en fait, littéralement un salaire qui aide un village au complet là-bas au Guatemala. Donc, le but est loin de nous, le but d'éliminer le programme. Ce qui est le plus important, c'est, et on le voit dans le film, c'est le permis et le visa de travail fermé. Et ça, ce que ça implique, c'est que les travailleurs sont liés à un seul employeur et cet employeur-là a droit de vie ou mort sur leur État ici et ils peuvent les renvoyer n'importe quand. Ils n'ont pas le droit, s'ils subissent de l'abus, par exemple, ou du chantage, ils n'ont légalement pas le droit de chercher un travail ailleurs. Si moindrement ils font ça, ils sont considérés comme illégaux ici. Ils sont renvoyés au pays. Ils sont renvoyés au pays où ils sont criminellement accusés de ça. Donc, le but pour nous, et il y a un mouvement qui est en train de se faire en ce moment, c'est d'éliminer le permis de travail fermé, que ce soit un permis de travail ouvert ou sectoriel, par exemple dans tout ce qui est agriculture, ou dans les fermes, ou dans des usines, que ce soit dans le même secteur de travail, qu'ils puissent avoir l'option de trouver un emploi ailleurs. Et parce qu'on leur dit, tu n'as pas le droit de demander la résidence, tu n'as pas le droit de demander ça. Ils ont beaucoup de droits qu'ils n'ont juste pas le droit d'avoir, mais juste ne serait-ce que le permis de travail fermé est déjà quelque chose qui doit absolument changer. Il y a même eu un inspecteur de l'ONU qui est venu au Canada il y a 1 mois et demi qui a déclaré la situation atroce et il appelait ça de l'esclavage moderne. L'ONU, là, les Nations Unies ont dit ça du Canada, de ce programme de travail-là. Donc, s'il y a quelque chose à faire, des gens partant, ne serait-ce que juste de faire de la pression sur nos politiciens là-dessus, sur le travail de permis fermé, de changer ça. Puis il y a déjà un mouvement, il y a travailnonlibre.ca que vous pouvez aller chercher de l'information là aussi. On va faire une projection bénéfice bientôt à Montréal où des gens vont payer entre 500 et 1000 piastres. Ça va être des gens avec l'argent qui vont venir donner des sous parce qu'eux font une action en justice carrément. Ils poursuivent le gouvernement pour faire changer cette loi-là qui en réalité anticonstitutionnelle. Voilà, je l'ai dit. Parce que tout travailleur devrait avoir le droit, comme nous tous, de changer d'emploi si ça ne va pas. Donc voilà, c'est une des choses qu'on peut faire. Il faut savoir qu'au départ aussi, le programme avait été créé, bien évidemment parce on en avait besoin, mais ça a été créé très rapidement. Là. On parle au départ de, je pense que c'était comme 200 travailleurs qui venaient, ce qui n'était pas beaucoup là, à l'époque. Mais là, on parle de combien maintenant ce jour? Ah ben, par année, les travailleurs étrangers temporaires, c'est entre 60 et 70 000 nouveaux, donc qui viennent nouveaux. Qui s'ajoutent à ceux qui étaient... Donc, 350 000. Combien? 350 000. 000 total, oui, tout à fait. Et depuis COVID, il y en a 60 000 de plus de qui nouveaux se sont par année, ajoutés. c'est ça. 350 000, c'est 350 000 immigrants temporaires au Québec. Québec. Et donc, le fait que le programme grandisse aussi vite, aussi rapidement, puis qu'il y ait énormément de monde, il faudrait comme revisiter les règles qui avaient été proposées au départ. C'est surtout ça. Donc, ne pas bannir le programme, mais plutôt l'ajuster pour que ça fonctionne comme il faut. Et ce ne sont pas tous ça on le dit tout le temps, ce ne sont pas tous les employeurs qui engagent des travailleurs temporaires, qui les traitent mal ou qui les abusent. Il y en a qui sont excellents, il y en a qui sont très bien traités. C'est très vrai, il faut donner l'exemple. Mais ces situations aussi, même s'il y en a une, c'est une de trop. Et malheureusement, il y en a beaucoup plus qu'une. Le taxage interne, tout à fait, c'est-à-dire, ça c'est un point important dans le film, je crois, même le personnage de Stéphane, le boss, joué par Marc-André Grondin avec son super pitch,
Marc-André, ben, son personnage, justement, on le voit à quel point son personnage aussi a la tête sur le bio. Lui aussi est père monoparental, puis lui aussi a une énorme pression sur les épaules. Et au bout de la ligne, dans le film, une affaire qu'on dénonce, c'est le système qui fait en sorte que le plus fort finit tout le temps par exploiter le plus faible. Et même les travailleurs entre eux sont exposés à ça, et même entre eux, ils s'exploitent comme ça. Donc, c'est vraiment le système qui étouffe tout le monde comme ça, qui est la dénonce dans ce film-là. Il n'y a pas un méchant qui est Stéphane. Mais oui, c'est très vrai, là, c'est super connu au Guatemala. Je parle pour le Guatemala parce que c'est le pays que je connais, mais je te réfère, tu me dois quelque chose en échange. Tu me dois un petit pourcentage de ton salaire pour 5 ans. Et ben, c'est la roue qui tourne, c'est un peu un effet pyramidal, mais oui, ça existe. Il y a aussi autre chose qui appartient strictement au Guatemala, ce sont les agences privées. Donc, contrairement aux Mexicains qui peuvent se faire engager directement via le programme, au Guatemala, tu as des agences privées qui ont décidé de se mettre le nez là-dedans. Donc, pour qu'on soumette la candidature d'un tel, ben, il faut payer un montant. Ça va dans les poches de ces agences privées-là. Donc, ça coûte excessivement cher pour avoir la chance de venir se faire maltraiter au Québec. Ouais. Et en plus, le gouvernement du Guatemala ne s'en mêle pas. Contrairement, par exemple, à des travailleurs vénézuéliens ou mexicains, où le gouvernement est là aussi pour protéger ses citoyens, ses travailleurs. Malheureusement, pour ce qui est du Guatemala, c'est tout entre agences privées du Guatemala et agences privées ici qui font la pièce. C'est pour ça aussi qu'ils doivent revenir, donc, parce que c'est comme une dette à long terme de venir travailler. Puis je dois, moi, si je suis un travailleur, revenir avant de rembourser ma dette et avant d'avoir donc des sous pour vivre ma famille. Oui, exactement. Il y en a un, entre autres, qui nous a hébergés chez lui. Il était rendu à sa 10e année de travail au Québec. Et là, il commençait à pouvoir construire sa maison pour sa famille après 10 ans. Parce qu'évidemment, il y avait toutes ses dettes à payer. Ils ont des dépenses là-bas au Québec, des dépenses auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. Fait que, ouais, ça va vite. Puis je voudrais peut-être revenir sur les personnages. La complexité, tu sais, il y a le système qui fait qu'on est toutes pognées dans un peu ça. Puis j'aimais aussi dans le film certaines scènes, certains détails où on se rend compte que chaque personnage a une part de lumière, puis chaque personnage a une part d'ombre. Et ça, je trouvais ça très habile et intelligent parce c'est quand même un sujet sensible, particulièrement aujourd'hui, je pense au Québec, qu'on a beaucoup de difficultés avec les mots racisme systémique. Plus certains que d'autres ont de la misère avec ces mots-là, mais je trouvais ça brillant, la façon dont le réalisateur a travaillé les personnages, puis je me demandais quel travail vous aviez fait en amont pour construire ces personnages-là, pour être capable de montrer justement que tout le monde n'est pas que lumière et tout le monde n'est pas que noirceur. Ben, je pense que moi personnellement, c'est un des aspects dont je suis le plus fier du film, c'est-à-dire que Pierre-Philippe n'a jamais voulu faire un film moralisateur ou faire la leçon à qui que ce soit, justement en donnant tous ces nuances-là à tous les personnages et à toute l'histoire. Il n'y a pas que des gentils, il n'y a pas que des méchants. Fait que ce côté-là très humain était très important pour Pierre-Philippe, de ne pas faire un film pour faire la leçon, mais pour montrer une réalité d'une façon très peut-être crue, mais aussi d'une façon entertaining. Comme il dit toujours, il dit « je voulais faire un film pas plate ». Puis je pense qu'il a réussi à ce niveau-là parce que ça nous garde en haleine quand même, on s'attache au personnage, mais cet aspect-là non moralisateur, je pense, passe justement à travers les côtés très nuancés d'ombre et de lumière de tous les personnages. L'imperfection des personnages aussi, je pense qu'on a plus de facilité à s'attacher à des personnages qui ne sont pas parfaits. Right? Puis sinon, côté préparation, je veux dire, de mon côté, c'était vraiment... moi, je suis né au Guatemala. Je suis arrivé au Québec quand j'avais presque 8 ans. J'avais 7 ans et quelques. Et donc, le côté, moi, me touchait énormément dans l'histoire d'Ariane, qu'elle-même vit son personnage, puis que je comprends très bien aussi, cette dualité-là d'identitaire. Que, ici, par exemple... Puis, je sais pas pour toi, comment tu sens, mais moi, par exemple, ici, je serais jamais un Québécois pur laine, en tout cas, peut-être laine brune, mais je serais jamais pur laine. Puis, si je vais au Guatemala, je suis plus non plus un Guatémaltèque, je suis un gringo rendu là-bas. Fait que ce manque identitaire est quelque chose qui, moi, est venu me chercher. C'est un gros flottement, là. C'est flou.
Mais, Tu viens d'où, toi? Oui, je t'ai filé la parole. OK. Mais par rapport à la préparation, entre autres, un des sujets importants, c'était le phrasé, l'espagnol guatémaltèque. Donc, on a eu une première version du scénario qui a été traduite en espagnol, mais après, il fallait vraiment le peaufiner pour qu'il y ait le swag guatémaltèque, pour qu'il y ait un slang guatémaltèque, puis que le guatémaltèque typique puisse se reconnaître là-dedans. Donc, il y a eu tout un travail d'adaptation. Louis était très content d'y mettre certaines expressions familiales. Oui, donc ça a été une part assez importante du projet. Ouais. Pierre-Philippe, il voulait vraiment cette authenticité-là, donc il nous disait constamment, s'il y a des mots, là, s'il y a des expressions, s'il y a des trucs, là, n'hésitez pas. Fait que, il y a un mot que, à chaque fois, je me sens coupable de dire, parce qu'au Guatemala, c'est super vulgaire, c'est celote. Et c'est comme, hey, mon tabarouette, toi. Fait que ça, ce mot-là, par exemple, il est beaucoup dans le film, mais ça, c'est que au Guatemala que ça se dit. N'importe où en Amérique latine, tu vois, au Mexique, tu dis ça, puis ça veut rien dire, mais au Guatemala, c'est quelque chose, fait que ça, c'était le pain de fun. Je pense que vous avez une question. Si vous parlez fort, on va la prendre. Ne vous en déplaise. Il y a une question de très près, fait que je vais vous laisser. Oui. Et peut-être pour ceux qui ne parlent pas espagnol, ça me le dit. Donc, elle demandait les paroles de la chanson finale qui n'est pas là par hasard. Je vous laisserai répondre. Tout d'abord, juste dire que les chansons originales du film ont été composées par monsieur ici. Michel, tu vas traduire. Ben, cette chanson-là, je l'ai écrite, effectivement, les deux chansons ont été écrites pour le film, puis cette chanson-là, Luna, que dans l'autobus puis dans le party, en fait, je me suis inspiré beaucoup de la chanson de La Manique. C'est-à-dire inspiré de cette idée-là que je suis loin de chez moi, puis je suis en train de me déchirer le corps pour, physiquement, de travail, tout ça, pour l'amour que j'ai pour toi au loin. Donc c'est une chanson de déchirure, de sacrifice et de loin, mais bien sûr, le film m'a inspiré, mais côté texte, j'étais très inspiré par la chanson de La Manique de Georges Dor, si je ne m'abuse, que j'adore, cette chanson-là. Et l'autre, la chanson Devant le drapeau du Guatemala, ça c'est très spécial parce qu'au départ, j'allais chanter une chanson qui est très traditionnelle guatémaltèque, qui est un peu comme Québécois, nous sommes Québécois. C'est la même affaire, sauf que c'est en espagnol puis c'est pas en tout les mêmes paroles. Mais j'allais chanter une chanson qui est relativement traditionnelle, mais à la dernière minute, la veille du tournage, on m'a appris qu'il n'avait pas réussi à confirmer que la chanson était libre de droit, ni à trouver des ayants droit. Donc Pierre-Philippe, la veille du tournage, me dit « Peux-tu écrire quelque chose? » Oui! Donc, j'ai fait une adaptation libre de ça et j'ai fait une chanson qui est Puro Chapin. Et Chapin, en passant, c'est guatémaltèque. En guatémaltèque, on s'appelle des Chapin. Et anecdote personnelle là-dessus, je pense que c'est un des moments les plus marquants de ma vie professionnelle parce que de chanter une chanson que j'avais... Mon Dieu, je t'ai vu. De chanter une chanson que j'avais écrite sur le fait d'être guatémaltèque devant le drapeau du Guatemala, en train de tourner un film, c'était comme être absolument tout ce que je suis. Voilà. En tant que spectateur, on peut aller sur le site de Travail non libre, je non crois, libre. .ca, je vais confirmer, mais Travail non libre, déjà en partant, si vous écrivez ça ensemble sur Google, ça va vous... Oui, il y a une soirée bénéfice. Mais il y a possibilité aussi de faire des petits dons pour ceux qui le peuvent. C'est intéressant. Travail non libre. Puis Valentin, je te poserai la même question, parce que des fois, on se dit, oui, OK, je suis loin, qu'est-ce que je peux faire? À travers ce que vous faites à la Mosaïque, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Québécois pour l'aide ou immigrant de deuxième génération? Je pense que la première chose à faire, c'est d'être conscient déjà puis d'observer autour de nous. Parce que c'est la communauté dans son ensemble qui permet de faire changer les choses. Plus concrètement, c'est sûr qu'à la Mosaïque, nous, on est une équipe de 8 et donc on accompagne certaines de ces personnes qui vivent cette difficulté-là. Il est possible de devenir membre à la Mosaïque. Là, c'est une contribution de 10 $. Vous aurez tous les détails sur Internet, mais je pense que essentiellement, le but vraiment de la projection du film aujourd'hui, puis de la collaboration avec la Mosaïque, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience, puis que tout le monde regarde un petit peu aussi
midi à sa porte. Donc, ne serait-ce, si vous en croisez des travailleurs étrangers, ne serait-ce que de dire bonjour, ben ça fait quand même la différence pour ne pas se sentir isolé dans un nouveau pays. C'est la moindre des choses. Alors, merci. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'ils vont être dans le hall si vous avez des questions. Puis, je pense qu'on peut applaudir le réalisateur qui n'est pas là. D'ailleurs, je vais vous demander une petite affaire, parce que comme Pierre-Philippe est bien malade, il y a la petite gastro. Pas la gastro, il y a la COVID, il y a la COVID. Je vais juste vous demander une petite seconde de dire « Soigne-toi, Pépé! » Soigne-toi, Pépé!